Tu as fait tes 5 stats, hein, c'est ça C'est ça, ouais. Donc je vais t'en prêter une, ta cinquième stat du jour, je vais t'en prêter une, c'est 29. Moi c'est 29, c'est les minutes par match de Alex Caruso. Je développerai plus tard, mais je peux te laisser nous parler un peu de Caruso qui a quand même bien rebondi et qui nous fait une excellente saison. Alors malheureusement il est parti, mais quand même si on fait le bilan 2024, c'est aussi un joueur majeur de cette année qui a fait une très bonne saison. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, je me doutais que tu allais en parler dans une stat, donc c'est pour ça que j'ai pas pris de stat pour Caruso. Mais oui, c'est en fait par rapport à Caruso, c'est un peu un des joueurs qui a sauvé les Bulls sur les 3 dernières saisons. Enfin, par son apport défensif, c'est un joueur qui était parfait, qui en attaque n'a jamais demandé beaucoup le ballon. Hein. C'est un joueur, c'est un 3&D un peu moderne et qui est excellent en défense, que ça soit sur le point of attack, que ça soit également pour venir en aide. Enfin, c'est un joueur d'élite. Et là, cette saison, en plus, il avait une adresse insolente à 3 points. Il a tourné à plus de 42%, si je me trompe pas. Donc, finalement, tu te retrouves avec le joueur parfait à mettre aux côtés de Kobe White et même de DeMar DeRozan. Et même, il y a eu quelques petits progrès au passing qui est franchement super pour lui. Donc, moi, honnêtement, il m'a sauvé plusieurs nuits, Caruso, par ses actions d'éclat et par sa capacité à tout faire sur le parquet. Ouais. Non, non, mais effectivement, je voulais un peu prendre comme prétexte le minutage, mais pas tant que ça, prétexte, puisque mine de rien, c'est une vraie évolution, quoi. Enfin, évolution. Un retour un peu à une moyenne qu'on connaissait, puisqu'en fait, l'an dernier, il était à 23 minutes par match. Et je t'avoue que moi, l'an dernier, je me posais la question de dire, mais on le connaît, Caruso, il est quand même très fort, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il joue que 23 minutes par match, quoi? S'il est à ce point fort, pourquoi est-ce que son coach le fait jouer qu'un temps de jeu de 7e homme, quoi, mine de rien? Et je comprenais pas, est-ce que c'était une question de blessure? Est-ce que c'était parce que l'attaque était pas assez viable? Je me posais des questions. Et donc là, le voir enfin revenir à 29 minutes par match, grosso modo un temps de jeu titulaire, hein, c'est quand même, voilà, ça rassure, mine de rien. Mais non, mais après on le connaît, il y a le côté all defense, il est all defense d'ailleurs cette saison, mais on le connaît, c'est un des tout meilleurs défenseurs extérieurs de NBA. Par contre, c'est vrai que ce que je voulais notamment préciser et rajouter, c'était le 41% à 3 points en attaque, quoi. Et surtout souligner que ça se fait sur un gros volume, quasiment 5 par match. Et d'un côté, je voulais le souligner, de l'autre aussi, c'était aussi pour me poser la question, est-ce que ça va être ça pour la suite? Parce que c'est vrai que c'est aussi sa première grosse saison avec un gros volume à 3 points. Parce qu'il a déjà été efficace une ou deux fois en carrière. Je crois que il a fait un 40% en 2021. Mais bon, deux choses. Déjà, c'était 2021, donc tout le monde a bien shooté en 2021 à 3 points, évidemment, on l'a déjà dit, parce que les salles étaient vides. Mais non, l'autre côté, c'est que c'était sur un petit volume aussi. Donc c'est quand même pas pareil. Là, on est quasiment à 5 3 points par match sur quelqu'un qui a toujours été connu pour être capable, mais pas forcément efficace et pas du tout shooter spontané, pas du tout shooter volontaire. Donc là, gros volume, 41% à 3 points. Franchement, oui, c'est largement satisfaisant, sachant que pourquoi est-ce que je me pose des questions pour la suite aussi, c'est que c'est pas trop son historique en carrière. En carrière, on était plutôt sur du 33%, 33%, 36%. Et donc là, on a une vraie évolution. Et ce qui fait que pour moi, on a eu cette année une efficacité globale qui a été à plus 6% au général par rapport à la moyenne, ce qui est très bien. Et quand tu combines ça, enfin un shoot à 3 points avec un bon volume, quand tu combines avec son niveau de défense, all defense, c'est pour moi un des meilleurs 3&D qu'on a eu de toute la NBA cette année en fait. Ouais, mais clairement, c'est cette capacité-là à être en soutien de ses coéquipiers et de pas jamais demander la balle. Enfin, il sait se mettre en retrait. Et honnêtement, moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner son duo avec Shai Gilgeous-Alexander. Mais comme tu as pu le dire, c'est la variable à 3 points. Est-ce qu'elle elle va se maintenir à ce niveau-là? Durant la saison, alors j'ai peut-être tort, hein, mais durant la saison, moi, j'ai des souvenirs où il y a des périodes de creux de 4-5 matchs où il perd un peu en adresse et après ça repart. Donc, est-ce que la saison prochaine, il va réussir à devenir un shooter régulier à 3 points? Et là, on déborde un petit peu, mais c'est vrai que pour OKC, ça sera primordial parce que c'est ce qui leur a fait défaut déjà durant les playoffs. Oui, oui, et puis, enfin, le shoot c'est bien, mais le shoot c'est un peu la cerise sur le gâteau. En tout cas, le dernier truc qui vient compléter le profil, parce que comme dit, la défense était déjà là, mais même en attaque, tu vois, même sans le shoot, je trouve qu'on avait déjà un joueur intéressant en attaque de par ce qu'on appelle le connecting, en fait, la Ouais. fluidification du jeu. Donc pas forcément créer le décalage à la base, mais en tout cas l'amplifier et faire le lien entre la création et la finition. Et voilà, là-dessus, rien de nouveau à dire qu'on ne connaisse pas de Caruso. Toujours le bon QI basket, la bonne intelligence de jeu. Et donc ce passing qu'on retrouve, encore une fois,
pas du passing de création pure, mais au moins fluidifier le jeu et le faire vivre. Donc ça se rajoute aussi au fait que défense, passing et shoot, c'est quand même un sacré joueur, quoi. C'est un sacré joueur et en fait, il manquait plus que ça. Il manquait pour moi plus que le shoot pour le faire passer clairement dans une catégorie des tout meilleurs 3&D de NBA et les tout meilleurs role-players parce que sans le shoot, mine de rien, on l'a vu en playoff que ça pardonne de moins en moins en fait de pas avoir de shoot. Donc tu peux être fantastique en défense et tu peux même être un plutôt bon connecteur avec ton passing en attaque, un fluidificateur. Si t'as pas le shoot, tu vas être abandonné et ça va être très compliqué en fait en playoff. Donc là, si on a cette dernière marche qui est enfin franchie, ça peut pour moi le propulser vers une catégorie très supérieure, quoi. Pas seulement le spécialiste défensif extrêmement fort, mais vers potentiellement un j'allais dire lieutenant, mais enfin non, mais le côté lieutenant, il y a un peu une connotation qui est associée avec la création, mais je veux dire le mec, il peut être ton 3e, 4e meilleur joueur d'une équipe d'élite en fait, finalement. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis même physiquement, là, ça fait 2 saisons où il a loupé très peu de rencontres. Donc finalement, même là, c'était un peu un point noir sur son début à Chicago. Là, pour le coup, c'est plus du tout le cas. Donc c'est vrai que Caruso, c'est le role player d'élite que tout le monde aimerait avoir. Et c'est pas surprenant que à la trade deadline, le Karnisovas, il voulait plusieurs first round picks ou des jeunes à potentiel parce que tout le monde était prêt à s'arracher Caruso. Et c'est d'ailleurs dommage de voir que finalement il part entre guillemets que pour Giddey. Oui. Après, Chicago peut-être aime beaucoup Giddey, mais après, il n'y a pas que tes goûts, quoi. Sur le marché, je pense qu'il aurait pu avoir plus, quoi. C'est ça. Mais bon. Ouais, c'est effectivement. ça. On suivra ça. Après, j'avais 2-3 stats intéressantes sur Caruso, qui, à mon avis, pour illustrer à quel point c'est un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur playmaker défensif, donc le mec qui arrive à faire le plus d'actions en défense, et des turnovers et des blocs, etc. Mais si on fait un filtrage en NBA en 2024, donc avec un certain temps de jeu, plus de 1500 minutes, quels sont les joueurs qui ont plus de 1% de block percentage et plus de non, je me suis planté. Non, plus de 2% de steal percentage, donc plus de 1% de bloc et plus de 2% de steal percentage. Il y a 6 joueurs NBA, à peine. Évidemment, Caruso fait partie de cette liste des à peine 6 joueurs NBA avec plus de 1% de block percentage et 2% de steal percentage. On remonte les critères un peu, on remonte à 1,5% de block percentage. Et donc là, il n'y a plus que 2 joueurs NBA qui sont à plus de 1,5% de block percentage et 2% de steal. Il y a lui et Isaiah Hartenstein. Et donc si on continue à remonter, cette fois non pas le bloc, mais le steal percentage à 2,5% de steal percentage et donc 1,5% de block percentage, il n'y a plus que lui. Voilà, il n'y a plus que lui qui fait à la fois 1,5 de bloc et 2,5 de steal. Bref, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur playmaker défensif de NBA, qui donc désormais a un 3 points, en tout cas on l'espère. Le volume est là, on verra si l'efficacité se prolonge. Mais voilà, Caruso qui est parti au OKC et qui on l'a pas remarqué en fait, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, mais on l'a pas remarqué parce que c'était peut-être un des meilleurs 3&D de NBA dans un effectif qui n'a pas été hyper talentueux et qui n'a pas beaucoup gagné. Donc on n'a pas remarqué, mais pourtant, au milieu de ça, un des meilleurs 3&D de NBA. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.